Bonjour Nicolas, Bonjour, enchanté. bienvenue dans le podcast. Juste Merci. pour commencer, est-ce que tu peux expliquer ton rôle chez Sesters aujourd'hui, ce que tu fais et ce que fait Sesters? Oui, ok. Alors aujourd'hui, au sein de Cester, je m'occupe un peu de tout ce qui est architecture, infrastructure. Donc je suis Head of HPC et Head of Infra. Donc ça consiste à designer tous les clusters d'entraînement et les clusters d'inférence, de la solution technique jusqu'à l'hébergement, jusqu'à sa maintenance et sa vie jusqu'au client. D'accord. Et aujourd'hui, sur l'aspect technique, comment est-ce que Sesters se distingue parmi les acteurs qui sont présents sur le marché? Quel est votre rôle par rapport aux clients, etc. Aujourd'hui, nous, on va être un acteur qui est vraiment spécialisé sur le GPU. On va avoir d'autres acteurs qu'on va avoir en France, en Europe, mais qui vont être aujourd'hui cloud généralistes et qui vont voir l'IA comme un nouveau segment. Donc, ils ont embarqué aujourd'hui des offres de services sur l'IA. Mais aujourd'hui, le différenciant avec Cester, c'est que nous, on est vraiment full concentré sur les aspects GPU, IA as a service. D'accord. Et du coup, par rapport à toute cette gestion-là, c'est quoi les plus grosses difficultés pour vous de votre côté? Alors aujourd'hui, en fait, ça va être de mettre en musique un ensemble d'acteurs très différents. Un cluster, aujourd'hui, c'est 3 composantes. C'est des GPU, c'est du réseau, c'est du stockage. On peut aussi imaginer qu'il y a une 4e couche qui est l'hébergeur, qui devient vraiment un goulot d'étranglement. Donc ça va être des acteurs techniques différents, ça va être des fois des entreprises différentes. Donc il va falloir mettre en musique toutes ces personnes-là. Il va falloir calibrer aussi le niveau des prestations, le niveau technique. Donc aujourd'hui, nous, notre efficacité va être de mettre en place des clusters dans des temps records. Parce qu'on est très, très efficient dans l'organisation et aussi dans le déploiement. C'est quelque chose d'important pour nous. Le go-to-market est vital aujourd'hui dans le marché de l'IA pour une entreprise comme Cesters. Et justement, le secteur de l'IA évolue très très rapidement. On a de nouveaux systèmes comme les GB200, les H200 qui arrivent. C'est quoi les caractéristiques principales de ces systèmes-là? Alors, donc déjà, il faut bien faire la différence entre un H200 ou un GH ou un GB200. Donc, quand on a les 2 lettres, donc G, B ou GH, donc c'est parce qu'en fait, ça embarque le processeur Grace ARM NVIDIA avec la génération Hopper ou Blackwell. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en fait de différent d'une génération à l'autre si on regarde d'un certain point de vue les évolutions sur tous les GPU et NVIDIA, c'est la concentration en transistors. Euh, Aujourd'hui, on va pouvoir mettre dans un GPU Hopper jusqu'à 80 milliards de transistors. Dans un GPU Blackwell, on arrive jusqu'à 200 milliards de transistors. Donc, in fine, on va proposer plus de puissance de calcul pour moins de consommation. Finalement, le joule compute diminue, même si les puces consomment de plus en plus. Si on fait un ratio, on arrive à avoir des performances énergétiques meilleures de génération en génération. Ensuite, vraiment le différenciant majeur qu'il y a sur les architectures GB ou GH, c'est l'agrégation du processeur Grace NVIDIA ARM avec le GPU Hopper ou le GPU Blackwell. Alors, il y a plein d'ouvertures possibles grâce à ces architectures. Par exemple, le CPU Grace va être capable de discuter avec la mémoire directement du GPU Hopper ou Blackwell et inversement. Donc ça, en termes de développement et en termes de possibilités, ça élargit quand même le champ des possibles. D'accord. Et justement, dans la gestion de l'énergie, c'est quelque chose qui est un gros sujet dans le monde d'aujourd'hui, d'autant plus avec l'arrivée de l'IA qui consomme quand même de l'énergie pour effectuer les calculs et proposer les solutions que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi vos solutions pour essayer de contrôler cette consommation énergétique? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre à ces besoins-là? Oui, alors, bon, déjà, il faut quand même poser le problème un peu comme je l'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, les clusters consomment de plus en plus d'énergie. On commence à parler de mégawatts, même certaines métriques annoncent des gigawatts pour les clusters de demain aux États-Unis. Mais comme je disais, finalement, avec 1 gigawatt de processeur il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on avait comme possibilité de calcul? Donc finalement, la densité s'améliorant d'année en année, on va être capable, admettons, pour 1 gigawatt d'énergie consommée par des calculateurs, de proposer un ordre de grandeur 1 milliard fois plus supérieur. Mhm. Euh, 1 gigawatt de CPU ou d'HPC il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ça représentait à peine ce que va être capable de générer un petit cluster aujourd'hui de quelques GPU. Donc finalement, on décuple infiniment la possibilité de calcul. Aujourd'hui,
on voit les clusters comme Axai d'Elon Musk de 100 000 GPU qui font un peu peur sur sa consommation énergétique, mais finalement, l'offre qu'il propose en termes de computation pure, elle est hallucinante. C'est-à-dire que si à 10 ans, on avait voulu faire ce niveau de performance de calcul, il n'aurait pas fallu 1 gigawatt, mais il aurait fallu des centaines et des centaines de gigawatts. Voilà. Donc, le GPU consomme, ça c'est une chose. Après, il y a le refroidissement du GPU. Donc, les gros axes d'amélioration qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui, justement, c'est sur le cooling des systèmes IA. Il y a un paradigme qui est en train d'évoluer ces derniers temps, c'est de passer dans ce qu'on appelle de l'air cooling vers les liquid cooling ou les immersion cooling. Donc ça, c'est vraiment un axe majeur d'économie d'énergie. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que pour refroidir, dans l'ancien monde, j'ai envie de dire, pour refroidir 1 gigawatt de compute, il faut 1 gigawatt de clim. Donc finalement, il faut le double d'énergie juste pour pouvoir réaliser un projet. Des solutions comme le liquid cooling ou comme l'immersion cooling permettent de diminuer drastiquement le PUE. Et aujourd'hui, on arrive à des PUE de 1,10, c'est-à-dire que pour 1 gigawatt de compute, on a finalement besoin que de 100 kilowatts pour pouvoir couler le système. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nous permettent de diminuer l'empreinte carbone des clusters. Même si le GPU consomme de plus en plus, il faut juste aussi se dire qu'il résout de plus en plus d'équations pour moins de joules et que derrière, le cooling permet quand même de faire des gains conséquents en énergie. Mais en fait, moi, ce que je vois de l'autre côté, c'est que même si on a les systèmes qui sont de plus en plus efficaces, au final, on a des besoins en calcul qui augmentent à la même vitesse, voire plus rapidement, surtout avec l'arrivée de l'IA. Et donc la solution, c'est dans un premier temps de réduire l'empreinte écologique donc du refroidissement, si je comprends bien, qui se présente comme l'une des premières solutions pour ça. C'est ça. Alors après, pour améliorer l'empreinte carbone, ou on va dire pour encore diminuer le PUE, on peut aussi revaloriser les déchets d'un data center. Alors, c'est quoi les déchets d'un data center ? C'est la chaleur. Aujourd'hui, un data center va générer beaucoup de chaleur, que ce soit en air ou même en DLC. Donc, le déchet d'un data center liquid cooling sera de l'eau chaude. Bon, quelque part, on peut se dire quand même que l'eau chaude, c'est peut-être vu comme un déchet pour un data center, mais c'est quand même c'est positif pour d'autres activités. Donc, c'est un serpent de mer qu'on entend depuis très longtemps dans l'IT aujourd'hui. La réutilisation de l'eau chaude. Mais pourquoi on n'a pas concrétisé ça ? Alors on entend ci et là, une piscine chauffée à un data center, ou des choses comme ça, mais ça reste assez marginal. Il y a un problème aujourd'hui dans le sens que les data centers sont construits dans des endroits où il n'y a pas forcément d'industrie. La façon dont sont autorisés les permis de construire, des fois, ce n'est pas forcément les mêmes types d'activités. On construit rarement un data center dans une zone industrielle. Une zone industrielle, c'est du risque, et un data center, c'est le temple de gestion du risque. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait que, par exemple, l'eau chaude produite par un data center est souvent peu utilisée par un industriel. On peut des fois la réinjecter dans les réseaux de chaleur urbains. Donc on voit ça à Paris. Aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs qui proposent aujourd'hui de réinjecter la chaleur des data centers dans des réseaux urbains de chaleur, dans des hôpitaux, des écoles. Mais on est face à un problème de saisonnalité. C'est-à-dire que l'été, on n'a pas forcément besoin de chaleur. Donc finalement, il faut redissiper cette chaleur et mettre des systèmes qui vont redissiper la chaleur l'été. Donc, in fine, en fait, le bilan annuel, il n'est pas si bon que ça. Donc la vision qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire il faut déjà réinventer le data center, faire des data centers nouvelle génération qui sont adaptés à ces nouveaux besoins et les construire dans un écosystème intégré à la cité. On ne peut plus faire un data center dans un coin et le faire fonctionner tout seul. Aujourd'hui, il faut qu'il soit pensé dans un ensemble complet, avec des industriels autour et la cité. Il faut que le data center ne soit plus un poids mort aujourd'hui pour la collectivité. Il faut qu'il soit un acteur participatif à la cité. Donc, les systèmes de cooling en DLC, récupérer la chaleur et les réinjecter dans des vrais usages industriels sont pour moi aujourd'hui un moyen d'atténuer l'empreinte carbone des data centers et in fine des clusters d'entraînement d'IA. Et au final, c'est ce qui requiert aussi une collaboration entre les sociétés qui construisent les data centers, les sociétés qui vont utiliser l'IA, les collectivités territoriales, le gouvernement, et en fait tous les acteurs qui doivent travailler ensemble pour permettre
la réduction de cette empreinte et la réinjection en fait de l'énergie et de la chaleur dans la vie de tous les jours des gens autour, quoi. Vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, de travailler sur ces sujets depuis quelques années maintenant, je me rends compte que c'est des gens qui ne se rencontrent pas et qui ne discutent pas. Donc Super. oui, c'est ça en fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, mais moi j'ai un besoin de chaleur. Pendant la crise énergétique qu'on a pu avoir au début du conflit en Ukraine, le prix du gaz est monté par 300. J'ai des gens qui sont venus me voir en me disant, bah écoute, moi je dois payer une facture en gaz pour chauffer mon eau pour mon système industriel. Est-ce que tu ne serais pas en capacité de me fournir cette eau chaude? Bon, le problème, c'est que construire un data center à côté d'usine, c'est aussi compliqué. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut mettre tous ces gens autour d'une table, les faire discuter et adapter, mettre en adéquation les besoins et les déchets de chacun pour créer un écosystème. Et vous l'avez dit, la force politique est aussi un acteur majeur là-dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a des normes, il y a des contraintes réglementaires qui complexifie énormément la construction d'usines, de data centers. Donc, harmoniser tout ça, mettre tout le monde autour d'une table, les politiques, les industriels, les opérateurs de data centers, peut permettre aujourd'hui d'accoucher à des nouvelles idées. De toute façon, l'enjeu climatique nous oblige à le faire. Et en fait, je me rends compte que ça commence à se faire un peu naturellement. Ouais. C'est un peu maintenant un appel du pied des pouvoirs publics qui dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et nous, on a déjà des solutions qu'on leur propose depuis longtemps. Ouais. Mais ça y est, on commence à avoir enfin un peu d'écoute sur ces sujets-là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi être accéléré avec de plus en plus d'implémentation d'intelligence artificielle, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans la vie des gens de tous les jours, et au final qui devient un phénomène majeur, global, qui est accepté un peu partout, qui fait en sorte que l'État ou les collectivités se disent, en fait, il faut qu'on accepte que maintenant les data centers vont jouer un rôle essentiel dans la vie de tous les jours, qui vont contribuer à la société, aux différents acteurs qu'il y a autour. Et donc, au final, comment est-ce qu'on peut en tirer profit aussi? Non, tout à fait, tout à fait. Alors, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on a vécu le chat GPT moment il y a 2 ans. Mmh. Donc, ça a créé un peu une hype, une vague. Mais depuis 2 ans, on laisse un peu les hyperscalers y aller, les OpenAI y aller. Et les grands comptes, les majors un peu plus classiques, un peu plus traditionnels, regarder ça de loin en se disant, bon, on va voir un peu de quoi ça accouche. Bon, maintenant, ça fait 2 ans, c'est des outils qui sont intégrés. Maintenant, tout le monde connaît un peu ChatGPT, tout le monde en a entendu parler une fois. Voilà. Et finalement, on regarde maintenant les grands comptes, les institutions, regarder de plus près ce que c'est l'IA. Et finalement, la courbe d'adoption de l'IA va avoir un impact majeur sur le développement des infrastructures IA. Plus de gens vont utiliser l'IA au quotidien, dans les entreprises, dans les services publics, dans les usages personnels, privés, plus on aura besoin d'architecture et d'infrastructures. Donc finalement, oui, c'est devenu un enjeu stratégique, géostratégique. Les politiques, maintenant, regardent ça de plus près. Et maintenant que les politiques ont compris et regardent ça de plus près, effectivement, ils sont à l'écoute et ils utilisent eux-mêmes l'IA maintenant dans la problématique de tous les jours. Donc finalement, c'est là qu'ils ont compris qu'il faut rentrer vraiment de façon sérieuse dans le... Et c'est là que Cesters peut aussi devenir un acteur majeur, puisque vous êtes en France, vous n'êtes pas basé aux États-Unis et que vous avez un pouvoir de discussion avec ces personnes-là et aussi un pouvoir d'éducation, en fait, au final, auprès de toutes ces personnes pour faire réaliser que en fait, ça supporte aussi les acteurs français et que c'est là que vous pouvez démarrer une vraie discussion. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on a une task force au sein de Cesters qui est en relation avec diverses politiques et qui nous donne une forme d'écoute et de notoriété et qui permet d'être beaucoup plus percutant et beaucoup plus rapide dans l'exécution maintenant des solutions. Et du coup, on a couvert quasi tous les sujets. Et donc, j'aime bien finaliser ce podcast-là avec une question que je pose à la plupart des intervenants. C'est est-ce que toi, tu utilises l'IA tous les jours dans ta vie de tous les jours ou pour des tâches précises? Quel genre d'IA tu utilises, ce genre de choses? Oui, alors moi j'utilise les LLM basiques, à peu près tous. Alors bon, suivant si c'est des recherches personnelles, je vais en utiliser un plutôt que l'autre. Si c'est pour des recherches plutôt code, orientées technique, je vais plutôt en utiliser d'autres. Pour ne pas les citer, Claude 3, je trouve quelqu'un peut-être plus orienté développement. Mais oui, j'ai automatisé plein de tâches aujourd'hui pour rédaction de scripts, pour rédaction
d'Ansible, toutes ces choses-là. De réponse à ces questions aussi. Mais oui, non, mais tout à fait. Aujourd'hui, moi-même, je suis utilisateur au quotidien de l'IA, de l'LM de base. Ensuite, on utilise aussi de l'IA dans certains process, hein, on va dire aujourd'hui sur la supervision de nos clusters, de nos infrastructures informatiques. Aujourd'hui, on travaille aussi avec des data centers qui utilisent beaucoup l'IA pour améliorer justement la consommation des machines, qui vont avoir une sorte de monitoring et de déclencheurs qui vont être gérés par IA pour améliorer la performance énergétique des data centers. Donc oui, je fais partie de la courbe d'adoption de l'IA. J'ai mon petit pouillem sur cette courbe de tous les jours. Mais j'ai remarqué quand même que ça se généralise. En ce moment, il y a une sorte de deuxième souffle de la courbe d'adoption de l'IA. Parce qu'il faut avouer qu'au quotidien, c'est pratique. Ça répond à plein de problèmes. Ça facilite la vie à de nombreuses personnes. Et finalement, des personnes qui, il y a 2 ans, en avaient peur ou critiquaient l'IA, finissent par l'utiliser au quotidien. Un peu plus les enjeux maintenant et ce que ça apporte dans la vie de tous les jours. Donc je pense que cette courbe d'adoption d'IA va continuer à croître. Et peut-être pour finir ce podcast-là sur une question, est-ce que tu penses que justement cette arrivée de l'IA, cette montée en puissance de l'IA va créer de nouveaux emplois? Quel genre d'emploi? Parce qu'on a beaucoup parlé d'ingénieurs, de développeurs pendant toute la journée, pendant tous ces podcasts. Est-ce que tu penses que ce seront les métiers qui seront de plus en plus demandés? Et ensuite, quels pourraient être les nouveaux métiers dans l'IA qui pourraient émerger dans les années qui viennent? Oui, alors moi je fais plutôt partie de ceux qui croient que ça va améliorer la performance et la croissance aujourd'hui. Ça va certainement diminuer dans certaines poches d'emploi, mais pour vous donner quelques exemples, aujourd'hui j'avais discuté avec 2 journalistes il n'y a pas très longtemps, un qui était anti-IA, un qui était pro-IA, qui rédigeait ses articles avec l'IA, et lui il te disait, bah écoute, dans une journée je vais être beaucoup plus performant, je vais rédiger beaucoup plus d'articles, en plus je vais entraîner au fur et à mesure mes prompts et ma propre IA qui va donner des réponses de plus en plus affinées, de plus en plus pertinentes dans mon domaine d'activité. L'autre qui en avait peur. Moi, je crois qu'en fait, finalement, les gens vont être plus performants. Ils vont aller plus vite. Je vois par exemple aujourd'hui sur nos développeurs, tous nos développeurs utilisent l'IA. On ne va pas les virer, on va les garder. C'est juste qu'en fait, ils produisent beaucoup plus en une journée. Ouais. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus performant. Je pense qu'au final, ça va nous rendre plus performants et on va pouvoir se consacrer à d'autres tâches et attaquer d'autres problèmes. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes à gérer sur cette planète. Et finalement, si on délègue certaines tâches à des IA, ça va nous donner plus de temps pour être plus performants sur tous les défis majeurs qu'on a attaqués. Alors après, les nouveaux métiers de l'IA, aujourd'hui, mon métier, c'est un nouveau métier de l'IA. Hein. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'IA, je n'aurais pas mon métier. Je pense que ça va nous emmener vers plein de nouveaux domaines qu'on ne connaît pas. On voit maintenant un prompteur. Il y a 2 ans, un prompteur, ça n'existait pas. Maintenant, on voit des gens qui C'était les trucs qui passaient derrière la télé pour dire ce que tu dois lire. Ouais, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, on a des gars qui sont payés pour faire des prompts hyper qualifiés sur des LLM. Je pense qu'on va être surpris par l'ingéniosité humaine parce que finalement, plus on a d'outils, plus on est ingénieux, plus on trouve des solutions à des problèmes qui existent ou qui n'existent pas. Ouais. Et j'ai assez confiance en l'humanité pour me dire que ça va plutôt nous libérer du temps et ça va plutôt faciliter la vie, même s'il y a cette adoption à franchir. Moi, dans mon ancienne vie, j'ai travaillé déjà dans les architectures informatiques. J'ai vu Internet arriver. Dans les années 2000, on avait un discours que ça y est, Internet, c'était la fin du monde, ça allait créer du chômage. Voilà. En fait, on voit finalement, si on fait un bilan sur 20 ans d'Internet, ça a amélioré la productivité dans plein de domaines. Et ça n'a pas généré, je crois, plus de chômage que ça. Oui. Ça a créé beaucoup plus d'emplois, mais je pense que c'est une très bonne note sur laquelle clôturer ce podcast. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup.